Bien, pendant que Barbara s'installe, je vais vous dire à vous deux, c'est que de l'époque d'Emmanuel Delay, puisqu'il était de Lyon et que vous connaissez sûrement, puisque c'est maintenant c'est l'intérêt des flux grisonnants, il y a donc 15 ans, c'était extrêmement simpliste. On prélevait la graisse, on mettait des grands aspirateurs et vous avez vu, et j'ai été moi-même extrêmement surpris parce que je suis pas ça tous les jours, que maintenant ce prélèvement est extrêmement précis et on va au-delà puisqu'on choisit les cellules souches et les cellules adipeuses en fonction de la destination. Et ça, je trouve ça. Puis après, je te permettrai de parler peut-être des injections dans la verge, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un sujet qui est. Voilà. Donc, on donne la parole à Barbara, qui est une habituée, j'allais dire, de l'Académie de chirurgie, et qu'on remercie vraiment d'avoir monté cette session qui va confirmer comment on doit prélever de façon correcte. Et après, on devra l'aspect un petit peu en chirurgie, enfin en pratique libérale, quelles sont les contraintes et les aspects judiciaires. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, les membres du bureau, chers amis, chers collègues. Je suis ravie d'être présente pour vous parler de la graisse qui est vraiment, je pense, aujourd'hui carrément un outil chirurgical. Le tissu graisseux, c'est une mine d'or, on l'a vu. Hein. Il n'y a pas que des adipocytes dans le tissu graisseux, il y a également la fraction stromale vasculaire qui contient des préadipocytes, qui contient également ces cellules souches mésenchymateuses qui sont en quantité et on est aussi efficace en termes de thérapie cellulaire que dans le prélèvement des cellules issues de la moelle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est quand même facile d'accès. Donc, dans ce tissu graisseux, c'est les cellules souches qui nous intéressent. Ces cellules souches mésenchymateuses, par l'intermédiaire des exosomes, et ce qu'elles sécrètent, exosomes, vous allez voir, il faut suivre parce que c'est actuellement une tendance qu'il faut d'ailleurs peut-être réguler. On va en parler à la fin. Par le biais de ces exosomes et donc de son sécrétome, il va y avoir 3 effets. L'effet paracrine, qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire que ces cellules souches qu'on va injecter dans un site receveur va stimuler les cellules localement pour qu'elles puissent se défendre, pour qu'elles puissent régénérer le tissu. Elles ont aussi un effet qui est tout à fait intéressant, qui est l'effet immunomodulateur. Bon, donc pour toutes les pathologies inflammatoires chroniques, ça peut avoir un sens d'injecter de la graisse. Donc vous le comprenez, la graisse, c'est vrai que c'est aujourd'hui l'outil des chirurgiens plasticiens parce que c'est nous qui le prélèvons quotidiennement, et maintenant c'est très précis dans la façon de faire, mais c'est un outil qu'on devrait utiliser dans toute la médecine, y compris en dermatologie, en rhumatologie. On va le voir au cours de cette session. Donc c'est vraiment pour moi une session très transversale. Et puis il y a l'effet de transdifférenciation, mais qui nous intéresse un petit peu moins dans notre pratique courante. Donc l'effet paracrine, il est tout à fait intéressant parce que quand vous injectez des cellules souches mésenchymateuses dans un tissu en souffrance, vous allez avoir plein d'exosomes qui vont avoir un effet antifibrotique, anti-apoptotique, pro-angiogénique avec plus de cellules endothéliales, une meilleure oxygénation des tissus et un effet mitogénique potentiel. Donc, il y a une régénération et un remodelage tissulaire. Moi, j'avais publié au cours de ma thèse de sciences sur le sujet. J'avais même trouvé, alors on va voir une petite vidéo tout à fait intéressante. Vous voyez en rouge, c'est le petit point rouge, c'est une mitochondrie. Et quand j'injectais la cellule souche mésenchymateuse de la graisse dans une lésion cutanée en souffrance, en ischémie, eh bien, la cellule souche, par un microfilament, elle reliait la cellule en souffrance et elle transférait ses propres organites, sa mitochondrie, pour sauver la cellule. Donc, c'est vraiment des pompiers, ces cellules souches. Donc, je pense maintenant qu'il faut envisager les choses un peu autrement. C'est vraiment de la chirurgie régénérative. Donc, il y a différents sites de prélèvement, on l'a vu, et en fonction, on fait des choses différentes. Chez les femmes, c'est plutôt la culotte de cheval, les hanches, la face interne des cuisses et les genoux. Chez les hommes, ça va être plutôt l'abdomen et les hanches. Et une publication nous montre que chez les gens de plus de 70 ans, il y a une zone qu'on préfère éviter, c'est l'abdomen sous l'ombilic, où il y aurait un peu moins de cellules souches. Alors, attendez, je vais admettre. Voilà. Et après, montrez-moi la petite manipulation. Voilà. Alors, on l'a vu, aujourd'hui, à partir d'un prélèvement de tissu graisseux, il y a différents types de graisse. Il y a une grande évolution, vous avez dû entendre parler au cours des différentes sessions de Coleman, de la technique de Coleman, qui a été le premier à standardiser la technique de graisse. Alors, excusez-moi, c'est tous les gens qui veulent suivre la session. Et, et après, je fais masquer les masquer. Voilà. Bon. Il y a eu, il y a plus de 20 ans, maintenant il y a même 26 ans qui se sont passés depuis la technique de Coleman. Alors, je rappelle que quand même, c'est un Français qui a fait, c'est le docteur Fournier, dans les années 79, c'est ça, qui a fait
voilà, qui a fait la première greffe d'adipocytes. Il me semble que c'était, ouais, c'était pas la clinique Alphand, quelque chose comme ça. Enfin, c'était à Paris, dans une clinique Paris-Ouest. Ça a été un Français. Et puis Coleman a vraiment, cet Américain a vraiment standardisé la technique. Mais depuis, il y a eu énormément de changements. On parle soit de micro-lipophilie ou micro-greffons, milli-greffons, nano-greffons, graisse émulsifiée et tissu vasculaire stromal. On va en parler. On est passé des techniques de décantation, de centrifugation, des techniques de filtration. On est passé des systèmes ouverts à l'air qui oxydaient, qui infectaient les greffons, à maintenant des systèmes fermés pour vraiment protéger toutes les cellules. Alors, donc, vous l'avez vu, il y a différents types de graisse et donc il y a vraiment une standardisation et une nomenclature très précise. La nomenclature dépend de la canule de prélèvement de votre graisse. Donc ça, vous l'avez vu précédemment, on va le revoir rapidement. Donc, il faut se munir de canules dédiées. Donc, il faut réfléchir à sa chirurgie. Pourquoi je veux injecter de la graisse? Est-ce que c'est à visée trophique ou est-ce que c'est pour faire du volume? Parce que ça ne sera pas du tout le même type de canule de prélèvement. Où est-ce que je veux injecter? Donc, on choisit sa canule de prélèvement. Il y a une procédure de traitement de la graisse et enfin la canule de réinjection. Donc, il y a vraiment une standardisation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, en fonction des différentes techniques, on va avoir des canules avec des trous de prélèvement de plus en plus petits. La technique de Coleman, c'était vraiment la technique classique qui a été décrite dans les années 2000. On fait un prélèvement à la seringue avec une canule avec un trou qui était à peu près supérieur à 2,4 mm. Puis, on ouvrait cette seringue, on la centrifugée 3 minutes. Après, on s'est aperçu que 3 minutes, eh ben, on tuait les cellules souches mésenchymateuses. Donc, on est passé à 1 minute. Puis, on enlevait le sang, on enlevait l'huile et puis on réinjectait directement. Voilà. Depuis, les choses ont changé. On choisit, on va faire par exemple des milliphates. Donc les milliphates, on va prendre ce sont des greffons inférieurs à 2,4 mm. On va émulsifier et on va réinjecter avec des canules d'orifice de 2,4 mm. Donc vous imaginez bien que l'industrie, elle est très intéressée par tout ça parce qu'elle nous fait des kits dédiés en fonction des indications et ils voudraient créer des kits spécifiques pour chaque indication. Donc il faut qu'on reste intelligent. Au final, ce sont des canules. Voilà, donc, mais il faut qu'on réfléchisse. Les microphates, donc ça, c'est la micrograisse qui va permettre de faire du comblement, qui ne va pas permettre de donner des gros volumes, mais ça va être très intéressant pour régénérer la peau également. Donc là, ce sont des greffes inférieures à 1,2 mm, avec des canules de prélèvement avec des orifices de 1,2 à 2,4 mm. On va émulsifier et on va réinjecter. Je vais vous montrer une vidéo. Donc là, pour vous montrer la qualité de la graisse, c'est vraiment très, très fin. C'est presque liquidien. Donc ça, par exemple, dans des séquelles de brûlure, c'est tout à fait intéressant. Ça diminue le prurite. On voit les patients sont soulagés. Donc il y a vraiment même une visée fonctionnelle. Ça donne une souplesse au tissu. On peut même utiliser des pistolets injecteurs pour avoir une injection plus homogène. Et enfin, vous avez le tout dernier, enfin, nous, dans notre monde de la chirurgie plastique, ça fait maintenant quand même 5-6 ans que c'est très développé, mais il faut en avoir entendu parler, c'est ce qu'on appelle le tissu vasculaire stromal ou nanofat. Tout à l'heure, on vous a parlé de fraction vasculaire stromale. La fraction vasculaire stromale, c'est la partie sans adipocytes qui contient les cellules souches. Sauf que pour l'obtenir, il faut utiliser une enzyme qui s'appelle la collagénase. Et ça, vous ne pouvez pas l'utiliser en pratique courante au bloc opératoire. Non, ça c'est une manipulation substantielle, on le verra. Donc, comment faire pour finalement faire, entre guillemets, ce n'est pas réellement de la thérapie cellulaire, mais comment faire de la fraction stromale vasculaire, mais dans la légalité? Eh bien, en utilisant des procédés mécaniques. Alors, au départ, les laboratoires ont appelé ça nanofat. Aujourd'hui, dans le monde de la médecine régénérative, on n'est plus vraiment d'accord avec ce terme de nanofat, même si c'est un mot qui est reconnu sur PubMed, c'est un mot-clé, parce qu'on a beaucoup publié avec ce terme, mais on est tous d'accord maintenant dans les sociétés savantes mondiales de la médecine régénérative pour parler plutôt de tissu vasculaire stromal au lieu de fraction vasculaire stromale. Donc, ce sont des tout petits greffons, entre 400 et 600 microns. On va voir la préparation mécanique. Donc là, on va faire une digestion mécanique que vous pouvez faire au pied du malade au bloc opératoire. Et on va réinjecter avec des aiguilles ou des canules de 27 gauge. Donc, c'est très fin. Au final, on peut dire qu'on a une sorte de soupe cellulaire qui se rapproche vraiment, selon toutes les publications et les études, qui se rapproche très fortement de la fraction stromale vasculaire. Donc ça, c'est une façon
d'améliorer la trophicité des tissus sans faire de volume. Je vous ai mis tous les kits aujourd'hui en France qui sont homologués pour faire au bloc opératoire du tissu vasculaire stromal ou du nanofat. Il y a deux façons de faire, soit par de l'émulsification, soit par de la micronisation. Donc l'émulsification, c'est par des filtres, et la micronisation, c'est des filtres avec des lames qui vont couper. Moi, j'utilise plutôt l'émulsification, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ça, c'est tous les outils dont on a besoin. Donc là, on va infiltrer avec du sérum adrénaliné le tissu sous-cutané. Voilà. Ensuite, on va se brancher directement en circuit fermé sur une poche qui comprend une membrane de filtration. Donc, on est en système clos, fermé, stérile. Ça permet d'éviter l'oxydation de la graisse et son infection, du coup, une meilleure prise. Et là, très doucement, hein, vous voyez, on se met à 2-3 millilitres de pression négative. On prélève la graisse avec une canule adaptée et on va réinjecter directement dans la pochette. Dans cette pochette, il y a une membrane de filtration qui nous permet d'évacuer tout le sérum, qui nous permet d'évacuer l'huile, qui va nous permettre d'évacuer le sang. Voilà. Et à la fin, donc, vous récupérez votre microfat, puisqu'on a utilisé une canule qui nous permet d'obtenir du microfat. À partir de ce microfat, on va pouvoir faire le tissu vasculaire stromal ou nanofat, pour ceux qui utilisent ce terme. Donc, on utilise ce kit qui va nous permettre de faire un transfert, une digestion mécanique. On va faire 30 transferts aller-retour. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Alors, voilà. Pour vous montrer un petit peu. Donc là, on voit que le prélèvement, il est jaune et puis il devient au fur et à mesure blanc parce qu'en fait, on est en train de détruire les adipocytes. Et à la fin, voilà, là, on voit mieux. Et à la fin, une fois qu'on a fait ces 30 passages, on a un dernier filtre, ou appelé nanofiltre, pour piéger la matrice extracellulaire, ce qui nous permet de récupérer directement le tissu vasculaire stromal. Et ce tissu vasculaire stromal, c'est complètement liquidien, donc on peut même faire une injection à l'aiguille. Donc il y a plein de protocoles actuellement pour les sclérodermies, par exemple, pour les patients qui ont des doigts qui ne peuvent plus utiliser leurs doigts, on va réinjecter ce type de produit. Et puis on peut y associer du plasma riche en plaquettes, donc on fait une prise de sang dans le même temps. Hein, donc c'est l'anesthésiste qui fait la prise de sang. On centrifuge la prise de sang et on va récupérer du plasma riche en plaquettes. Ce sont des plaquettes qui vont doper notre tissu vasculaire stromal. Et en gros, on doit faire 20% de PRP, 80% de tissu vasculaire stromal. Et là, actuellement, en tout cas au bloc opératoire, c'est ce qui existe de mieux pour faire de la régénération tissulaire. En tout cas, autorisé. Donc ça, c'est vraiment pour moi un recours en gynécologie pour des lichens scléroatrophiques très sévères, qui ont tous les traitements qui ne fonctionnent pas, des sclérodermies très importantes. On va utiliser ce type de procédé. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, par contre, la fraction stromale, pour l'obtenir, il faut utiliser des collagénases. Donc ça se fait au laboratoire et ça se fait dans le cadre soit de protocoles de recherche ou alors il faut l'autorisation de l'ANSM. Alors, j'ai trouvé un outil. Alors, attendez, je vais enlever le son. Ça, c'est un outil qui a le marquage CE. Donc ça, il y a des chirurgiens, mais pas en France, malheureusement, qui utilisent ça au bloc opératoire directement. Vous avez carrément votre mini laboratoire dans le bloc et vous pouvez faire votre fraction stromale vasculaire avec la collagénase directement en extemporané. Donc, bien sûr, ce sont des machines qui coûtent extrêmement cher. Donc, il y a beaucoup de patients, malheureusement, maintenant qui quittent la France pour aller dans les pays étrangers pour faire ce type de procédure. Voilà, maintenant, en routine, en France, nous n'avons pas le droit de le faire, mais il existe effectivement des outils. Et un dernier petit mot sur les exosomes. Aujourd'hui, l'exosome, c'est vraiment, en tout cas dans le domaine de la peau, de la régénération tissulaire cutanée, ça devient vraiment une explosion. On a les Coréens qui ont créé des laboratoires avec des cellules souches mésenchymateuses qui vont forcer à dégranuler pour obtenir leurs exosomes. Ils vont faire des bankings d'exosomes et ils vont les vendre pour qu'on puisse les injecter. Donc, ça fait un boom énorme dans tous les congrès du monde.
Sauf qu'en France, ça a été un petit peu compliqué parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte, mais attendez, c'est des exosomes de cellules souches humaines, hétérologues, donc ils ont fait un rétropédalage. Donc les exosomes, on peut voir que là, aujourd'hui, il y a vraiment, même dans les publications sur PubMed, ça explose. Donc l'exosome, hein, c'est ce qu'on a vu, c'est ces petites capsules qui sortent des cellules souches mésenchymateuses qui ont des ARN messagers, des organides, des cytokines. Et selon, en tout cas, les sources plutôt des laboratoires, il y a une amélioration du collagène, de la synthèse d'élastine également quand vous injectez directement ces exosomes. Alors, il n'y a pas d'ADN dans les exosomes. Alors, face à l'Europe qui a dit bah, écoutez, on ne peut pas injecter des exosomes hétérologues, c'est compliqué, eh bien, là, il démontre que les exosomes des cellules souches de plantes seraient aussi équivalentes aux exosomes des cellules souches humaines. Donc là, actuellement, ils nous vendent des exosomes des végétaux. Mais si vous faites très attention, parce qu'on peut en acheter, si vous regardez bien sur la fiole, il y a marqué en tout petit que c'est une indication topique et pas en injectable. Donc, les exosomes, voilà, à voir. Juste quelques cas pour vous montrer que cette médecine, enfin cette chirurgie régénérative, elle est vraiment intéressante. Elle est conservatrice en esthétique, elle donne vraiment une très belle qualité de peau. Et cette dame qui est très maquillée quand elle vient me voir, et ben, je lui ai fait un traitement complet du visage avec sa propre graisse, avec différents greffons, du tissu vasculaire stromal et des micro-graisses, et on voit que ça l'améliore beaucoup, elle n'a plus besoin de se maquiller. On l'utilise aujourd'hui en reconstruction autologue parce que la graisse est aujourd'hui un gold standard, surtout avec toutes les péripéties qu'on a eues avec les prothèses mammaires et le lymphome sur prothèse, des patientes qu'on arrive à reconstruire de manière totalement autologue avec plusieurs sessions de graisse. On l'utilise également, moi j'utilise dans ma pratique dans les organes génitaux en reconstruction, hein, pour des messieurs qui ont eu des séquelles de chirurgie, des séquelles d'amaigrissement, on peut tout à fait les améliorer. Et j'avais publié également dans la chirurgie plastique vulvaire que le fait d'y ajouter les injections de graisse des grandes lèvres, ça permettait de faire des chirurgies moins invasives avec de beaux résultats. Vous voyez, on a moins besoin de couper les petites lèvres, on a moins besoin d'être agressif chirurgicalement. Le fait juste de repulper parfois les grandes lèvres avec de la micrograisse, eh bien, vous avez des beaux résultats avec des patientes qui sont tout à fait satisfaites. Moi j'utilise en routine d'ailleurs le tissu vasculaire stromal pour les patientes qui souffrent de sécheresse vaginale et notamment après les traitements des cancers du sein comme l'hormonothérapie et en particulier le létrozole. Voilà, on l'utilise aussi dans la réassignation sexuelle. En conclusion, la greffe de graisse, c'est une chirurgie régénérative. Il y a une nomenclature aujourd'hui qui est très stricte avec une standardisation des procédures et c'est une chirurgie transversale. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à collaborer avec les plasticiens qui sont avec vous pour obtenir ces outils pour traiter vos patients. Je vous remercie. Deux questions. Allons-y, je ne sais plus votre nom, je m'en excuse. Mais... Le procédé, c'est tout à fait passionnant. Et donc, si on se réfère au déroulement de la cicatrisation et avec la nécessité d'une régulation en fin de procédé, on constate qu'il peut y avoir des anomalies par défaut d'apoptose et de régulation de la prolifération. Est-ce que ce phénomène peut intervenir dans vos pratiques? Est-ce qu'il peut y avoir un excès de prolifération, éventuellement non contrôlé? C'est une question tout à fait intéressante. Ce qu'on voit dans ces pratiques de médecine régénérative, c'est qu'au contraire, c'est vraiment, on est dans l'homéostasie, c'est que ça régule la balance, notamment entre les métalloprotéases. Et donc, si vous voulez, il y a une régulation au contraire. Et d'ailleurs, actuellement, le principe dans le monde de la médecine régénérative, c'est d'être dans ce qu'on appelle, on n'aime pas les termes anglais ici, low dose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner des petites quantités, des petites quantités de PRP, ça Ronald le sait, des concentrations de PRP qui sont faibles, du tissu vasculaire stromal, pas en grosse quantité. En fait, il faut juste, si vous voulez, parfois, il n'y a pas besoin de surcompenser, il suffit juste d'un effet signal et ça permet de réguler. A priori, on n'a pas d'hypertrophie. Vous n'avez jamais eu de pseudokéloïde, voilà la question. On n'a jamais eu de pseudokéloïde. On a repris tous nos patients sur 10 ans.
que ce soit en PRP ou en graisse, on n'a jamais eu de cancer sur les sites injectés. Et on essaye de ça de publier. De toute façon, il y a eu un moratoire de la Société française de chirurgie plastique sur l'intérêt, sur les risques des injections de graisse dans les seins. Et tous les registres ont été repris et il n'y a pas de surrisque de cancer. Question courte, réponse courte. Moi, j'en ai deux, elles vont être courtes. Il y a un certain nombre de patients qui ont été irradiés et qui, à distance, ont des effets secondaires de cette radiothérapie. Je pense par exemple au cancer pelvien. Est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'il y a eu des évaluations? Et la deuxième question, c'est que vous avez dit qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser la collagénase en France. Au bloc opératoire. Au bloc, oui. C'est une question de droit ou c'est une question de coût? Alors, sur la... Allez-y. Alors, sur la première question qui était les tissus irradiés. Alors, moi, malheureusement, je n'ai pas publié cette expérience, mais j'ai beaucoup de patientes que je traite en chirurgie ambulatoire pour des séquelles de radiothérapie pelvienne suite à des cancers du canal anal. Ça les soulage beaucoup. C'est des petits... Alors, on le fait sous anesthésie quand même générale, mais on leur injecte avec une canule finement, hein, et bien ça les soulage énormément. Donc, pour nous, les séquelles de radiothérapie, c'est le plus dur à traiter. Et vraiment, c'est le tissu vasculaire stromal en association au PRP qui va donner le meilleur résultat. Donc ça, c'est très, très prometteur. Et la deuxième question, c'est que la collagénase n'est pas autorisée en routine parce que sinon, vous tombez, mais ça, Catherine va vous l'expliquer, dans les médicaments de thérapie innovante. Donc, vous ayez l'autorisation de l'ANSM pour le faire. Bon courage. Exactement. Aux États-Unis, la FDA a donné son accord. C'est ça? Justement, pour continuer sur les mêmes questions, vous avez dit 20% de PRP et 80% nanophate. Alors, pour des petits volumes, hein, bien voilà, sûr. quelle est l'interaction PRP nanophate justement? Pourquoi du PRP en plus du nanophate? Alors, parce que alors moi, c'était tout mon travail de thèse de sciences. Ce qu'on a vu, alors déjà, quand vous travaillez au labo, que vous faites de la thérapie cellulaire, on met toujours des LISA plaquettaires avec les cellules souches mésenchymateuses. C'est ce qui marche le mieux, déjà, pour les faire développer, pour les nourrir. C'est les LISA plaquettaires qui marchent le mieux, donc des plaquettes hétérologues. En pratique, en autologue, c'est le plasma riche en plaquettes qu'on utilise. Hein. On ne va pas prélever toutes les plaquettes du patient et lui réinjecter direct. Enfin, voilà, on ne va pas appeler l'EFS, si vous voulez, pour faire une chirurgie. Donc, on fait du plasma riche en plaquettes. Ce qu'on a démontré, c'est que quand vous mettez du PRP dans votre greffon graisseux, vous le nourrissez. Et du coup, celui-ci va survivre plus longtemps. Les cellules souches survivent plus longtemps et vous améliorez les capacités pro-angiogéniques et anti-inflammatoires des cellules souches. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais... On va peut-être donner la parole tout de suite. Et puis, pendant qu'on donne la parole à Madame Bergeret-Gallet, je voudrais juste vous poser une question qui est peut-être très simpliste, mais qui me paraît curieuse. C'est qu'on veut fabriquer du tissu vasculaire stromal et on prélève avec du sérum adrénaliné. Ça n'a aucune incidence?